Face à la montée de l'insécurité et à la multiplication des cas de kidnapping, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures. La dernière en date concerne les vitres teintées des véhicules. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le colonel Himmler Rébu, président du GRÉ, Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Bonsoir, colonel Rébu. Bonsoir, Serge. Bonsoir à toutes les personnes qui aiment Métropole. Merci. J'espère qu'il y en a beaucoup. Bon, vous avez adressé, colonel Rébu, une lettre ouverte au Premier ministre aujourd'hui en réponse à cette dernière mesure qui est la prise concernant les vitres teintées. Vous avez décliné votre lettre en 9 points différents. J'aimerais en aborder au moins 2 avec vous, car apparemment le Premier ministre est un peu revenu sur ce qu'il avait dit. Le premier, c'est le point numéro 4 concernant les exemptions et les non-exemptions. Vous avez suggéré que seuls les convois du président et du Premier ministre soient exemptés de l'obligation de déteinter les vitres. Par contre, vous étiez favorable à ce que toutes les voitures officielles ainsi que les voitures du corps diplomatique et consulaire soient obligés d'éclaircir leur teinte. À ce propos, un petit point. Pour ce qui concerne le corps diplomatique et consulaire, vous avez dit « sauf les véhicules de la République dominicaine ». Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire pourquoi cette exception? Bon, parce que on a avec la République dominicaine une liaison directe et terrestre. D'accord. Donc, à partir de ce moment, les règles que nous avons en Haïti par rapport aux problèmes que nous expérimentons ne sont pas les mêmes qu'en République dominicaine, où les véhicules à vitres teintées ont le droit de circuler parce qu'ils ont un dispositif de surveillance territoriale beaucoup plus apte à résoudre, à anticiper les problèmes liés à l'insécurité. Maintenant, on ne peut pas demander à un diplomate dominicain de faire déteinter son véhicule s'il rentre en Haïti avec le véhicule, avec les plaques de la République dominicaine. Pour les autres diplomates qui n'ont pas une liaison terrestre, c'est totalement normal qu'ils aient des véhicules normaux comme tout le monde. D'accord, très bien. Bon, voilà un petit point qui a été clarifié. Maintenant, le Premier ministre a répondu en disant que pour lui, non seulement les voitures des convois, mais également les voitures officielles, ainsi que les voitures diplomatiques et consulaires seraient exemptées. Qu'est-ce que vous pensez de ces exemptions? Je ne pense pas que ce soit une bonne mesure, d'autant que les officiels en Haïti, les vrais officiels, les responsables, par exemple les parlementaires, les ministres, les secrétaires d'État, les directeurs généraux, les juges, tous ceux-là qui ont droit à une plaque officielle, quand ils rentrent à leur bureau, ils n'ont pas le contrôle sur le véhicule. Le véhicule est totalement sous le contrôle des chauffeurs. Et assez souvent, il se passe des situations totalement dehors du contrôle de l'officiel. Donc je pense que même pour la protection de ces officiels-là, il eût mieux valu que tout le monde ait des véhicules aux vitres non teintées. Oui, c'est d'ailleurs, nous avons fait un micro-trottoir, c'est d'ailleurs l'opinion disons, la majorité, pour ne pas dire la totalité des gens qui avaient été interrogés et qui disaient qu'il faudrait que le gouvernement lui-même prêche par l'exemple et fasse déteinter toutes les voitures officielles et services de l'État. Donc, on vous rejoint là entièrement sur cette question. Deuxième point qui va peut-être plus loin que la question simplement des vitres teintées, c'est votre 5e point qui est l'identification des intervenants.
Vous dites qu'il faudrait que chacun des intervenants ait leur nom sur une étiquette numérotée et visible et que la cagoule soit interdite sur la voie publique. Et ça, c'est un problème. Je connais beaucoup de gens qui disent que si à 8 heures du soir, dans un endroit un peu reculé, il y a 4 policiers qui demandent de s'arrêter, ils n'ont pas prêté. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont affaire à de vrais policiers. Comment on peut résoudre ce problème? Justement pour cette raison, et c'est pourquoi dans le premier point, j'ai établi qu'il faut jouer sur le temps et la confiance à rétablir. Il y a une très grande peur au niveau de la population sur la qualité et la typologie des gens qui sont dans l'infrastructure d'intervention sécuritaire. Donc, il faudrait dans un premier temps accorder un délai beaucoup plus long et aux structures de l'État pour qu'ils puissent effectivement mettre les mesures en application, mais permettre aux citoyens aussi d'être délestés d'une certaine pression de l'immédiat. Ça permettrait aux infrastructures de décision de l'État de mettre en place des structures que j'appelle de blocage ou de verrouillage des zones reconnues comme étant des points d'entrée et de sortie de kidnappés. Un système de verrouillage en contrôlant systématiquement ce qu'on appelle dans le jargon sécuritaire ou militaire des avenues d'approche, premièrement. Et deuxièmement, avoir un quadrillage à double palier, le palier invisible, qui serait les agents de la sécurité de l'État, de la sécurité intérieure de l'État, composé de citoyens totalement banalisés, et une infrastructure sécuritaire visible d'intervention et d'interception composée essentiellement de policiers à visière levée et identifiés, parce que quand le policier intervient auprès du citoyen, c'est pour sa protection, c'est pour son bien, c'est pour la protection de la collectivité. Donc il n'y a aucune raison que cet intervenant de l'État ait à se cacher. Il doit être visible et c'est ce qui va sécuriser le citoyen. Maintenant, un dispositif comme ça, mis en place pendant environ 3, 4, 5 jours avant l'application de la mesure, mettrait la population dans une situation de meilleure confiance. On serait étonné de voir qu'après 15 jours, 22 jours d'opérationnalisation de ce système, on reverrait les gens à sortir, aller au restaurant, à sortir, aller danser, et parce que on aura l'impression, le sentiment que la ville est sous le contrôle de l'État. Ceci est totalement réalisable. Tout à fait, tout à fait. Colonel Rébu, est-ce que vous savez, est-ce que dans le texte du gouvernement, est-ce que vous savez ce que les intervenants sont supposés faire si, dans le cas de contrôle, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est hors la loi, enfin quelqu'un qui ne respecte pas. Quelles sont leurs prérogatives? Non, ils ont ce qu'on appelle les standard operations de procédure, et dans l'évaluation d'une menace et dans la riposte proportionnelle par rapport à la menace. Et j'ai l'absolue conviction que les agents de la police nationale sont totalement instruits et capables de mettre en application les mesures de protection citoyenne. Ça, ils savent quoi faire dans chaque situation. Il y a une évaluation de la situation et il y a une riposte proportionnelle à ce qui représenterait une menace. Je ne pense pas là qu'il y a à instruire les agents de la force publique sur ces sujets-là. Très bien. Un autre angle, colonel Rébu. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend des mesures pour résoudre tel ou tel problème. L'expérience nous montre qu'en général, ces mesures sont respectées pendant 3-4 jours, maximum une semaine, et après, elles tombent dans l'oubli. Ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de faire déteinter les vitres. Il y a eu d'autres fois où on a déclaré que les poids lourds ne devaient pas rouler en dehors de 10 heures du matin et 6 heures du soir. Et il n'y a jamais eu autant de poids lourds dans les rues de Port-au-Prince. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci,
vu l'urgence de la situation, et le gouvernement va tenir ses engagements et qu'on commencera à avoir un petit souffle dans ce domaine des kidnappings et de l'insécurité. En matière de gestion sécuritaire, voire de la gestion d'un État, et c'est un principe de base, vous ne devez pas donner un ordre quand vous n'avez pas la capacité de superviser son exécution. Ce n'est pas ce que l'expérience nous a montré. Bon, c'est un principe. Ouais. Maintenant, le principe dit, vous ne mettez pas une mécanique en branle si vous n'avez pas la capacité de la supervision, du contrôle et de l'évaluation post-intervention. Ça, c'est un principe de base. Et si vous avez un dispositif, ce que j'appelle un quadrillage des villes, oui, vous devez avoir le dispositif invisible, vous devez avoir le dispositif visible d'intervention, vous devez avoir aussi un dispositif d'inspection et de vérification. Ouais. Et ensuite, avoir chaque semaine une structure d'évaluation et pour permettre la réadaptation et du dispositif. Parce que dès que vous mettez un dispositif de sécurité en place, il suffit d'avoir une semaine d'application que le bandit, qui travaille beaucoup plus dans la stratégie pour ses propres activités, trouve les points faibles. Donc, il faut avoir en permanence ce qu'on appelle une mise à jour et de l'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de solution sécuritaire absolue et définitive. Donc, ça doit être constamment renouvelé, et c'est l'évaluation périodique qui va permettre de réajuster les stratégies. Très bien, colonel Rébu. Parmi les 9 points que vous avez abordés dans votre lettre ouverte au Premier ministre, quelles sont les 3 mesures qui vous paraissent, ou les 3 conseils, parce que ce sont des conseils que vous avez donnés. Vous avez commencé par dire que vous étiez d'accord avec le principe et que vous faisiez des suggestions. Alors, parmi les 9 suggestions que vous avez écrites, lesquelles vous paraissent les plus importantes? Et premièrement, le verrouillage des zones de transit, d'entrée et de sortie des kidnappings. La première chose. D'accord. Le verrouillage systématique. Deuxièmement, la mise en place du quadrillage urbain. Et même sur les axes routiers également. Oui. Ça, c'est le premier point, le temps et la confiance. Il faut que... Oui, allez-y, colonel. Allez-y. Allô? Allez-y. Oui, il faut que les citoyennes et les citoyens aient le sentiment que l'État est là, est présent. Il y a des questions qui sont approchées de manière relative. Par exemple, la question des ports. Oui. L'approche est un peu trop rapide. Oui. Il y a également les mouvements financiers liés aux transactions dérivant des rançons. Très important. Ce sont des valeurs qui doivent rentrer dans le système économique global. Il n'y a pas que les forces armées, les forces de police à intervenir. Il y a les forces de la structure de sécurité économique de l'État qui ont leur rôle à jouer. Bien sûr. D'accord, maintenant, un tout petit point en ce qui concerne le verrouillage des avenues et le quadrillage de l'espace territorial. Tout le monde constate que si un véhicule décide de ne pas obtempérer à un ordre d'arrêt d'une patrouille, la dite patrouille n'a aucun moyen de poursuivre le véhicule en question. Comment est-ce qu'on résout ce problème? C'est dans le cas où le quadrillage n'est pas fait. Parce que le système de quadrillage urbain vous permet, par exemple, à l'agent non visible d'identifier un potentiel contrevenant, de le signaler à l'infrastructure d'intervention pour que l'interception puisse se faire. Si le quadrillage est bon, il est impossible qu'une personne en infraction puisse se déplacer sur plus de 500 mètres sans être interceptée.
Donc, ce que vous dites là, c'est dans le cas où le quadrillage est imparfait ou n'est pas mis en place. D'accord, d'accord. Pour finir, colonel Rébu, j'aimerais soumettre à votre appréciation cette déclaration récente d'un général africain. Je le cite. Quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Général Maele Bokungu Lieko. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Il y a de l'insécurité au niveau de la population. C'est quand les chefs ne sont pas à leur place ou ne font pas leur travail. Ou bien, il y a une inversion où les chefs sont devenus eux-mêmes des criminels. C'est évident. Donc vous êtes d'accord avec ce général? Le colonel est d'accord avec le général? Absolument. Dans aucune société, le désordre ne se fait jamais à la base dans aucune société. Quand vous voyez le désordre à la base, c'est l'expression de malaise ou de choses mal faites ou bien faites négativement par exprès au niveau de la tête. Bon, bah écoutez, colonel Rébu, merci. Merci de vous être rendu disponible pour nous, pour cette interview en visioconférence, encore une fois. Et puis, bonne continuation. Toujours un plaisir. Et il faudrait aussi que les autorités n'oublient pas qu'ils avaient eux-mêmes sorti un décret demandant aux citoyens d'aller payer environ 10 000 gourdes pour le droit de faire la test de leur véhicule. Je pense qu'il serait très élégant et même politiquement intelligent que ces valeurs-là soient retournées aux citoyens. Voilà, ça c'était votre 9e point sur la moralité publique. Encore une fois, merci colonel Rébu, bonne fin de journée et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et je salue tout le monde, ne désespérez pas. Très bien. Voilà, c'était le colonel Himmler Rébu, président du GRÉ, qui est le grand rassemblement pour l'évolution d'Haïti.